S'il y a un grand enseignement de la recherche en stratégie, en management, en organisation, c'est que les organisations, précisément, sont d'abord des machines à générer du conformisme, de l'inertie. Pourtant, la nouveauté finit toujours par s'imposer. Mehdi Maizi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Rap français, une exploration en 100 albums. Là, j'évoquais le fait que la nouveauté finit toujours par s'imposer. Et il y a même un moment où on se retourne et on se rend compte qu'on peut élire 100 albums de rap français, alors qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs albums, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que vous jugez comme étant des albums très importants pour découvrir ce monde du rap français. Exactement. Tout est dans le titre, en fait, une exploration en 100 albums. La volonté, ce n'était pas de donner une liste définitive de 100 disques, parce que ce serait beaucoup trop compliqué et on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, il y a déjà des retours par rapport au livre qui est sorti récemment, des gens qui me disent pourquoi on n'a pas mis ce disque-là et pourquoi on a mis celui-ci. Mais l'idée, c'est, à mon avis, à mon sens, avec mon expérience d'auditeur, de journaliste rap, je mets journaliste entre guillemets parce qu'on fait ça et on fait plein d'autres choses à côté, mais avec mon expérience, ça me semble être 100 disques qui sont une très bonne porte d'entrée et un bel annuaire de ce qu'est et de ce qu'a été le rap français en fait. Donc c'est plus qu'un annuaire, c'est presque une encyclopédie là. C'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas oui, j'ose espérer avoir été un peu plus loin qu'un simple annuaire. Ouais, je vous présente avant qu'on aille plus loin dans l'ouvrage. Donc vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'ABCDR du son. Exactement. C'est ça. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'ABCDR du son? Volontiers, volontiers. C'est un webzine, un site qui a été créé en 2000 de manière très modeste et assez amateur à l'époque. C'est-à-dire que c'est Nicolas Balzer, que je salue, qui est le fondateur du site et qui l'a créé comme on crée un blog un dimanche quand on est étudiant. Et puis au fur et à mesure, le site a progressé. Voilà, aujourd'hui, on est un des nombreux, on n'est pas les seuls évidemment, nombreux sites rap français. C'est-à-dire que voilà, on parle du rap. Après, nous, on s'est distingué pendant longtemps par une vraie tradition de l'écrit, justement, d'avoir des papiers assez fouillés, assez longs. On a mis beaucoup de temps à arriver à la vidéo. Alors que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui sur Internet. On a mis un peu de temps parce qu'on ne savait pas le faire, on voulait le faire dans de bonnes conditions, on n'avait pas les équipes, les compétences en interne. Aujourd'hui, on en fait beaucoup. Mais voilà, on essaye d'avoir quand même une tradition toujours de parler du rap de manière assez fouillée et de parler du rap comme on parlait de n'importe quelle autre musique, c'est-à-dire de parler de musique en fait. Parce que le problème avec le rap, c'est que souvent quand on parle de rap, on ne parle pas de musique, on parle de tout ce qui est autour et assez rarement de musique. Et je trouve qu'on ne donne pas assez envie aux gens d'écouter de la musique, d'écouter les disques. Et nous, c'est ce qu'on essaye à notre modeste échelle de faire, vraiment de se focaliser sur les artistes, la musique et les disques. Ça veut dire que le rap, vous dites, on se focalise sur la musique, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la musique. C'est un écosystème bien sûr, complètement. Dans lequel gravite, alors on appelle ça le rap game. Oui, on peut appeler ça le rap game, complètement. Dans ce rap game, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui... Il y a énormément de gens. Il y a évidemment les artistes, les managers, les producteurs, les maisons de disques, les auditeurs, les fans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une composante qui est énorme dans le rap, en France, aux États-Unis et partout ailleurs. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'imaginer une carrière, mais je ne pense pas que ce soit propre au rap d'ailleurs, mais sans avoir une page Facebook, sans l'abreuver régulièrement de contenu, sans avoir une chaîne YouTube, sans être extrêmement réactif. Donc tout ça fait partie de cet écosystème dont vous parlez, les médias, etc. Donc oui, il y a énormément de choses autour du rap. Et effectivement, on parle de musique, mais il y a plein d'autres histoires qu'on peut raconter autour du rap, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, venons-en donc à nos sondages. D'abord, une introduction remarquable où vous nous faites voyager dans l'histoire du rap français. On dirait une thèse de doctorat, il y a des notes de bas de page, il y a des références, il y a tout ça. Enfin, c'est extrêmement riche. Et on croise tout le monde. On croise Ayam, NTM, Assassin et Booba, évidemment, qui fait la une actuellement avec son... Qui fait toujours la une, Booba. Qui fait toujours la une. Même quand il ne sort pas de disque, il fait toujours la une. On a le sentiment qu'il fait toujours la une, mais on va peut-être y revenir sur ce point, parce que vous évoquez la transformation que portent les réseaux sociaux, que porte Internet, on a l'impression qu'il y a une sorte de spectacle permanent, quand même, qui s'alimente, et que dans le rap, on sait peut-être un peu mieux jouer qu'ailleurs, d'ailleurs. Je ne sais pas si on sait mieux jouer qu'ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Cette notion de spectacle permanent, elle est réelle. Et le rap est une musique qui va extrêmement vite, notamment si on regarde du côté des États-Unis, où cette musique se réinvente tout le temps. C'est ce qui est excitant aussi dans le rap, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de nouvelles choses. Aussi bien musicalement que sur des aspects extra-musicaux d'ailleurs. Mais il se passe tout le temps énormément de choses.
Et ce qui oblige aussi les rappeurs aujourd'hui, il y a un public extrêmement demandeur, un public rap qui est extrêmement demandeur, donc il faut être très présent, il faut balancer énormément de contenu. Prenons un rappeur américain comme Future, par exemple, qui a sorti, je crois, cette année, 3 à 4 projets. C'est énorme. Dans d'autres genres musicaux, on ne sort pas trop. Et quand je parle de projets, je parle de vrais projets. Je ne parle pas de maxi, je parle de vrais projets. Ça n'existe pas dans d'autres genres musicaux. C'est-à-dire que le rap, il y a cette volonté de tout le temps abreuver les gens de contenu, tout le temps les abreuver d'histoire, tout le temps les divertir. Et il y a une excitation qui est permanente autour du rap. Donc c'est vrai. Et c'est le cas en France avec une actualité qui est moins importante qu'aux États-Unis parce que le pays est moins grand, parce qu'il y a moins d'artistes, voilà, forcément. Mais il se passe tout le temps énormément de choses, il y a tout le temps énormément de sorties, et particulièrement en 2015 d'ailleurs, qui est une année extrêmement riche. Mais voilà, on ne sait pas où donner de la tête en fait. Et c'est très compliqué de garder le rythme. Et quand on veut décrypter l'actualité rap, il faut être sportif. Le rap ne dort jamais. Le rap, exactement. Comme New York. Comme New York et comme Nas qui disait « je ne dors pas parce que le sommeil est le cousin de la mort ». Voilà, donc, Nas. C'est joli. Ou Jay-Z qui disait « I do this in my sleep ». Voilà, exactement, ouais, c'est ça, je fais ça dans mon sommeil. Alors donc dans ces albums, et quelques-uns qui évidemment, qu'on connaît très bien, Ayam on connaît très bien, qu'est-ce qui fait qu'un album peut mériter d'être élu par Mehdi Maizi comme un des 100 albums du rap? Alors déjà, il y a d'autres disques qui auraient pu y être, et même moi, ça a été un crève-cœur parfois de ne pas en mettre certains. Donc, après, il a fallu faire des choix. Je pense que ce qui était intéressant, c'était d'avoir une sorte d'alliance entre des disques très évidents, ceux dont vous venez de citer, hein, l'école du micro d'argent d'Ayam, bon, c'est évident, il fallait le mettre, le Ministère Hammer, Booba, enfin, il y a la Clica Assassin, bref, il y a énormément d'artistes qui ont sorti des disques qui devaient être dans l'album, dans le livre, pardon. Et c'est là où je pense que le livre, éventuellement, est intéressant quand on part sur 100 disques. Si j'en avais fait 50, j'aurais dit les 50 mêmes disques que tout le monde, c'est-à-dire, je pense que dans le rap français, on a 40 à peut-être 50 évidences de disques qui ont mis tout le monde d'accord. On dit, bon, ceux-là, on ne peut pas passer à côté. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est les autres, en fait. C'est, allons défricher le rap et allons proposer autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu, en 98, Arsenic, grand succès, puis il y a eu Sous le Choc, un groupe d'Angers, voilà, de province, extrêmement doué, extrêmement talentueux. Et j'aurais pas pu en parler sur 50 disques. Donc, je pense que sur 100 disques, il y avait, alors, pour être élu, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait aussi de mon côté une volonté d'être assez exhaustif, de donner un vrai panorama assez large du rap français. Et je me rends compte qu'il y a des artistes importants qui n'y sont pas. Donc, mais c'est aussi ce qui est excitant et intéressant autour de cette musique, parce que moi, quand je suis parti sur ce projet-là, les gens me disaient, mais 100 disques de rap français, il y a vraiment 100 bons disques de rap français? Oui, bien sûr. Et maintenant que j'en ai mis 100, des gens me disent, mais t'as pas mis celui-là, celui-ci, Sniper, bref, énormément de choses. Donc, tant mieux en fait, ça veut dire que la mission est réussie, ça veut dire qu'il y a plus de 100 disques intéressants, ça veut dire que cette musique-là a produit son lot de classiques ou d'albums intéressants, de curiosités parfois, mais en tout cas, voilà, elle a produit son lot de bons disques et elle continue à le faire. Et donc, elle s'est toujours bien portée, à mon sens. Donc, quand on me reproche de ne pas avoir mis certaines choses, je me dis, bon, j'en ai déjà mis 100, donc si vous avez encore des choses à redire, ça veut dire que c'est cool, ça veut dire que c'est bien pour le rap français et qu'il a toujours énormément de choses à apporter. Alors, plusieurs questions. On a l'impression que ça se structure aujourd'hui sous forme quasiment de division comme dans le football, dans le rap. Il y a certains qui sont jugés comme étant en division 1, d'autres qui aspirent à y rentrer. C'est ça le mode de structuration de cet écosystème? Il y a des... Je ne sais pas si c'est récent, je pense qu'il y a toujours eu, si on parle de division, de choses comme ça, je pense à mon avis, vous m'arrêtez si je me trompe, vous pensez aux têtes d'affiche et puis à des gens qui sont plus underground, voilà, sur des scènes un peu plus alternatives parfois. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être notamment avec les réseaux sociaux, c'est difficile de mentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même presque une dictature du chiffre. Avant, on parlait de vente, mais pas autant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le rap et la musique, globalement, vendent moins de disques qu'avant, mais on parle encore plus des chiffres de vente qu'avant. Alors, dans le rap, aujourd'hui, dans le rap français, il y a une dictature de la première semaine. Combien a fait l'album de Caris la première semaine? Combien a fait l'album de Gradure? Combien a fait l'album de Booba? Les gens n'achètent plus de disques, mais ils veulent absolument savoir combien le disque a vendu. 45 000 Booba, je crois. Voilà, ouais, quelque chose comme ça, ou 47 000, je crois qu'on prend le digital, enfin, c'est un très beau chiffre. Mais, et puis, il y a les vues. Alors ça, c'est... la nouvelle grande marotte du rap français, c'est combien de vues on va faire, en combien de jours je vais taper le million. Quand on a une tête d'affiche, en tout cas, et quand on est un artiste moins connu, on est sur des chiffres différents. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui cette dictature-là. Et puis les gens regardent les vues. C'est-à-dire que parfois,
Et c'est là où c'est un peu traître et un peu difficile, j'imagine, pour certains artistes, c'est que lorsque on sait qu'on voit qu'un clip est à 300, 400 000 vues sur YouTube, allez, on y va. Et quand il y a 8 000 vues, on n'y va pas forcément. Donc il y a cette dictature des chiffres, des followers sur Twitter, des fans sur Facebook. Donc c'est vrai que tout ça est renforcé. Je pense que ce n'est pas nouveau. Par contre, l'époque renforce tout ça et peut-être l'accentue. Mais il y a toujours eu des têtes d'affiche et des gens de la scène. Enfin, on a beaucoup parlé, par exemple, de la scène alternative du début des années 2000, notamment une scène très parisienne avec, enfin pas que parisienne. Enfin, quand je dis parisienne, il y a aussi la banlieue, mais la Caution, TTC, les Winkles, etc. C'est des gens qui officiaient vraiment presque comme une forme de contre-culture au rap dominant de l'époque. Donc, et qui étaient, qu'on aurait pu qualifier à l'époque de division, enfin, bon, j'ai pas forcément employé ces termes-là, mais en tout cas qui n'étaient pas au même niveau d'exposition que les stars de l'époque, qui étaient, je sais pas, Sniper par exemple, ou enfin des gens qui vendaient beaucoup de disques, IAM, For My People, etc., etc. Donc, je pense que ça a toujours existé. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cirque du rap, et c'est pas péjoratif, il y a vraiment un intérêt qui est très fort pour les chiffres, pour qui va vendre le plus, qui est le meilleur, qui est le plus fort. On est aujourd'hui dans cette réflexion-là, c'est vrai. Et on a même l'impression que certains sont presque au-delà des chiffres. Si on prend Booba qui dit quand je mets un post sur Instagram, je me fais voler mon post par les médias qui le reprennent et qui en font des articles, etc. C'est assez impressionnant parce que, effectivement, Booba, une fois j'avais interviewé Danny Dan, qui est un rappeur des Sages Potes de la rue, qui a précédé Booba, d'ailleurs, qui était un des rappeurs qui a commencé à rapper avec Booba. Enfin, quand Booba commençait à rapper, il était un peu derrière, on le voit derrière les Sages Potes de la rue dans leur premier clip, de Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Et c'était à l'époque où Booba avait lancé une bouteille de Jack Daniels au concert Urban Peace, et Danny Dan m'avait dit, mais de toute façon, Booba, depuis qu'il lève la main, il fait débat. Et donc, après, on peut en discuter, mais je crois que le rap français a toujours été extrêmement fasciné par Booba. C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, il est en train de fasciner d'autres gens que le rap français. C'est la France entière qui commence à se prendre de passion pour des bonnes et de mauvaises raisons pour Booba. Mais c'est un personnage qui est extrêmement fascinant. Et on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a quand même la quarantaine, ce qui est un âge âgé dans le rap. Bien sûr. Et ça reste l'attraction numéro 1. C'est pas forcément celui qui vend le plus ou quoi, mais ça reste l'attraction numéro 1 du rap. Quand il dit quelque chose, tout le monde écoute. Quand il dit que tel rap, il a fait une interview aux Rock en début d'année, c'était presque comme s'il distribuait les bons et les mauvais points, quoi. Lui, ok, c'est bon, on le garde. Lui, non. C'est assez impressionnant. Et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, quand il poste la moindre photo sur Instagram, que ce soit une photo perso ou une photo où il va envoyer une pic sur une personnalité, il y a plusieurs médias, des médias rap principalement, et pas que, qui vont reprendre ça et en faire une news. Ce qui est assez hallucinant. Et effectivement, quand je l'interviewais, il me disait, moi, j'ai presque plus besoin de médias aujourd'hui. Je peux faire ma promo moi-même. Donc ça veut dire que Booba aujourd'hui c'est devenu un média, c'est devenu toute une machine, c'est une marque. Et on le voit aussi, c'est une marque avec sa marque Uncut, sa marque vestimentaire. Et il a lancé son site aujourd'hui, donc aucalme.com. Donc voilà, c'est toute une industrie, Booba, qui est assez intéressante à regarder et qui en tout cas continue à fasciner et à polariser le rap français, comme personne. Au fond, ce que vous nous apprenez, c'est qu'une carrière, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Exactement. Et deux, que dans notre nouveau monde, la réputation est quand même quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand Booba dit quelque chose, tout le monde écoute, c'est parce que c'est le fruit de 15 ans de carrière, Absolument. 20 ans de carrière. Absolument. Où la réputation... Absolument, on dit on ne peut pas mentir, on ne peut plus mentir, enfin, à cause des réseaux sociaux, on ne peut plus mentir à cause de ça. Ça change la donne quand même. Complètement. Et effectivement, oui, c'est... Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, les artistes sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils sont même parfois très proches, peut-être même trop parfois, des gens qui les suivent, des gens qui écoutent leur musique. Donc, il y a une proximité parfois entre l'artiste et les auditeurs aussi qui est presque troublante parfois. Mais oui. Et donc, tout ça crée à la bonne ou à la mauvaise réputation des artistes. Dans les années 2000, on ne savait pas ce que faisait Sniper en dehors de leurs concerts et de leurs disques. On ne les voyait pas. Aujourd'hui, on sait où était Gradure hier parce qu'on a son Instagram. Il raconte sa vie sur YouTube. On sait où était Jul, on sait où était Booba. On sait on sait énormément de choses. Après, il y a des gens qui sont plus protecteurs, bien sûr. Mais tous ceux qui acceptent de se prêter à ce jeu-là, parfois on donne énormément sur leur personnalité, sur leur vie. Et donc forcément, ça a des impacts auprès des auditeurs, forcément. Bien sûr. On n'a pas beaucoup parlé des albums, mais ça, on laissera le lecteur le soin de découvrir, parce que je pense qu'on a très bien compris le projet. Mais il y a un point dont j'aimerais parler, c'est français, rap français, le rôle de la langue.
dans le rap. On se pose beaucoup de questions, toujours, dans le poids de l'anglais, la culture anglo-saxonne. On a le sentiment que le rap français, c'est une manière de... Enfin, on n'imagine pas un rappeur français rapper autrement que dans sa langue maternelle. C'est vrai. Il y a eu quelques contre-exemples, mais globalement, oui, c'est vrai. Et on a toujours le sentiment que le français, c'est pas bon. Et là, ce que démontre le rap français, c'est l'inverse. C'est qu'on peut on peut réussir, on peut... Ah bien sûr, absolument. Après, il y a gros... Alors, en mettant un bémol... Les textes sont extraordinaires quand même dans le rap. Ah oui, moi, vous prêchez un convaincu. Ouais. Mais après, pour mettre un tout petit bémol à ce que je vais dire, c'est que, bon, il y a des exceptions, mais... Globalement, quand même, le rap français s'est majoritairement inspiré du rap américain. Donc, et là, je parle plutôt d'influence, au moins musicale. Donc, le rap français, pour certains, n'est qu'un prolongement du rap américain. C'est faux, mais c'est en partie vrai, dans le sens où musicalement, on a toujours le regard rivé outre-Atlantique. Sur les dernières tendances, sur les dernières sonorités, sur même parfois les derniers thèmes pour certains rappeurs. Donc ça reste l'influence première. Après, il y a une manière de faire du rap en France. Évidemment, on a une langue qui est différente de l'anglais, qui est le français, donc on va manier différemment. Il y a un argot très français parfois qui va être amené, que ce soit du verlan, que ce soit un argot très parisien, un argot marseillais, un argot, peu importe. Et puis il y a aussi une certaine tradition du rap en France, c'est-à-dire... En tout cas, c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça a longtemps été le cas. C'est ce fameux rap qui dit des choses, un rap plutôt engagé. C'est-à-dire que, alors on dit toujours que les deux faces du rap américain, en tout cas originel, c'est Sugar Ray Gang avec Rapper's Delight et Grandmaster Flash avec The Message. Et ben, grosso modo, le rap français, et c'est surtout vrai avec l'arrivée de Public Enemy fin des années 80, mais a surtout pris la partie consciente et politisée du rap américain, plus que la partie dansante et festive. Alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, au grand regret de certains auditeurs, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui font de la musique purement divertissante, mais historiquement, le rap a eu cette envie de dénoncer, de dire des choses, même sans forcément dénoncer, mais de décrire une réalité très... réalité sociale. Exactement, il y a vraiment toujours cette volonté-là. Et ça, c'est aussi la particularité du rap français, c'est-à-dire qu'on a des rappeurs qui sont, pour le coup, très français, qui ont une vie française, qui vivent dans des banlieues françaises, ou pas que dans des banlieues d'ailleurs, il y a des rappeurs qui ont eu des vies plus confortables, enfin voilà. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 30 ans de rap français, il y a un patrimoine et il y a différents parcours. Le rap, c'est pas uniquement la musique de la banlieue, ça l'est majoritairement en France, mais c'est pas uniquement ça. Et surtout, oui, voilà, il y a cette tradition de dire des choses, d'avoir quand même une tradition très écrite, très littéraire. Alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Et même encore, c'est faux, puisqu'il y a il y a différentes écoles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les têtes d'affiche qui, aujourd'hui, ne sont plus celles d'il y a 10 ans, qui pratiquent un rap qui est différent. Et puis, il y a d'autres gens qui continuent à avoir un rap très écrit, un rap qui va décrire une réalité sociale, comme on le disait, dénoncer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Gradure, mais il y a demi-portion. Il y a Booba et il y a Kazé. Enfin, voilà, il y a toujours... Le rap est extrêmement riche et je pense que c'est là où le rap français a son identité. C'est dans cette manière très française parfois de raconter les choses et puis les choses dont il parle tout simplement. Et puis de toucher à l'universel. Exactement, et puis ce sont aussi des parcours différents. C'est des parcours, parfois quand on est enfant d'immigrés, c'est des parcours différents forcément des Noirs américains ou des Américains d'origine hispanique, etc. Donc c'est là aussi où le rap français a sa particularité et va se différencier de son grand frère. Bien sûr. Là, on regarde le passé, l'avenir, ouais. l'avenir du rap français. Vous le voyez comment, vous? Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Oui. Donc, je suis plutôt positif. Vous dites ça va très vite, hein. Vous dites ça change ça va très vite. Ah oui, ça va très vite. C'est-à-dire que du coup, c'est très compliqué pour moi si on me demande qui va être le futur star ou qui, ne serait-ce que sans parler de futur star, qui est capable de faire une carrière. Je ne saurais pas le dire parce que ça va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que dans 6 mois, le rap sera différent. Et qui arrivera à être là, qui restera intéressant, qui continuera... qui réussira à construire une carrière, à rester intéressant pendant... Voilà, on parlait de Booba, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc ça veut dire quelque chose. On aime, on n'aime pas, mais il y a une vraie évolution. Qui arrivera à faire ça? À mon avis, plein de gens, mais je ne saurais pas le dire. Mais par contre, je suis positif sur plein de choses. Je suis positif parce que je trouve que on parle de mieux en mieux du rap, ce qui est important. Aujourd'hui, il n'y a pas que les médias rap qui parlent de rap, et dans les médias généralistes, il y a encore de grosses fautes de goût, mais... globalement, on est quand même face à des gens qui connaissent de plus en plus leur sujet, qui sont de plus en plus bienveillants avec le rap. Pendant longtemps, le rap, ça a été cette musique. Cette musique qu'on ne voulait pas forcément sur nos plateaux télé, peur, exactement, qui faisait peur. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Peut-être parce que le rap aussi a fait un travail sur lui. Le rap, aujourd'hui, est une musique
qu'on pourrait presque qualifier de pop à bien des égards. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est positif que le rap aujourd'hui rentre dans tous les foyers. Je ne suis pas un grand fan, moi, aujourd'hui, de la section d'assaut, mais je trouve ça bien que les ménagères puissent écouter la section d'assaut ou d'autres gens. Et donc, pour tout ça, je suis assez positif et confiant. Et on a longtemps prophétisé la mort du rap. Et je pense que c'est une musique qui peut s'alimenter de tellement de choses différentes. C'est-à-dire que quand il y a eu de la dubstep, le rap s'imprègne du dubstep. Quand demain il y aura un autre genre musical, le rap pourra s'imprégner de ça. Donc je pense que c'est une musique qui arrive à se renouveler constamment et qui continue de parler aux jeunes parce que ça reste une musique jeune qu'on peut écouter à tous les âges, je le pense sincèrement, mais ça reste une musique qui va être renouvelée par une énergie souvent amenée par des gens très jeunes. Et j'ai l'impression que cette musique-là continue à parler à la jeunesse, elle continue à avoir une résonance toute particulière chez les jeunes. Donc moi je suis plutôt optimiste et je trouve que ça se passe bien et qu'en tout cas on va dans le bon sens. Je trouve qu'aujourd'hui il y a, alors tout le monde ne sera pas d'accord, mais je trouve que globalement il y a plus de bons disques qui sortent aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et il y a 10 ans il y en avait plus qu'il y a 20 ans parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent cette musique-là, qui savent la faire, qui progressent avec elle, qui évoluent. Donc à mon avis le rap va bien et le rap continuera de se porter bien. C'est ça que je le pense sincèrement. Pour découvrir l'écosystème du rap, du hip-hop plus généralement, et garder une longueur d'avance, comme dirait Booba, fit Maître Gims. Oui, tout à fait. Hein, le rap, c'est d'abord ça, c'est avoir une longueur d'avance. Et c'est le but même de la stratégie, d'essayer d'avoir une longueur d'avance. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc il est urgent de lire Mehdi Maizi, Rap français, une exploration sans album, édition Le Mot et le Reste. Merci. Merci à vous.